Bonjour à tous. Il est 10h29. Histoire de commencer à être 30, je vais vous faire part un petit peu des petits détails pour la rencontre, pour le bloc de conférence. Mon nom est Junior Tremblay. Je serai le modérateur pour cette session-ci pour le bloc Faune. Je suis chercheur scientifique en environnement et changement climatique Canada. Donc, on a une série de 3 présentations de 12 minutes chacune. Puis, dans le fond, les 3 présentations se succéderont. Puis, on aura une période de discussion, questions-discussions à la fin. Je vois que tout le monde est sur mute. Merci de bien vouloir regarder cela comme ça. Aussi, entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser, je suppose, le chat pour déjà indiquer peut-être des commentaires ou des questions pour les présentateurs. Et de ce pas, je vais vous introduire notre premier conférencier. Il s'agit de Frédéric Poirier, étudiant à la maîtrise à l'Université Laval sous la direction de Jean-Claude Ruel et de Jean-Pierre Tremblay. Le titre de sa présentation est « Réaction de la régénération du tuyau occidental à une diminution de la pression de broutement par le cerf de Virginie ». À toi, Frédéric. Donc, merci beaucoup. Je vais partager mon écran, ce sera pas bien long. OK. Est-ce qu'on voit comme du monde? Oui. Oui, merci. Donc, merci pour la présentation. Je m'appelle Frédéric Poirier, gradué de l'Université Laval en 2019 avec un bac en génie forestier. J'ai ensuite débuté ma maîtrise à l'automne suivant avec Jean-Claude Ruel comme directeur et Jean-Pierre Tremblay comme co-directeur. Bon, depuis plusieurs années maintenant, il y a un phénomène de raréfaction qui affecte le tuya. Puis ce phénomène-là est observé en fait sur tout son aire de distribution. Bon, déjà, le tuya, c'est une essence avec une régénération qui est plutôt capricieuse. Mais en fait, un des facteurs principaux du déclin serait attribuable au broutement qui est causé par le cerf de Virginie. Donc, l'objectif principal de mon étude est d'aller examiner l'effet d'une réduction de la pression de broutement par le cerf sur la régénération du tuya. En fait, un épisode de réduction de pression de broutement, ça peut constituer une fenêtre d'opportunité que l'on peut exploiter afin de permettre un recrutement des semis vers des strates inatteignables par le cerf. Donc, je vais d'abord vous présenter le site à l'étude, puis une mise en contexte du projet, puis je vous présenterai mes résultats par la suite. Donc, le site à l'étude se trouve dans la région de l'Outaouais, entre Gatineau et Montréal. Puis tout a débuté à l'automne 2018, quand il y a des cas de maladies débilitantes chroniques des cervidés qui ont été détectés dans un élevage de cerfs rouges, représenté ici avec une petite étoile. En fait, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a dû abattre toutes les bêtes de l'élevage, puis le MFFP, pour éviter qu'il y ait une propagation de la maladie en milieu naturel, ont procédé à des opérations d'abattage. L'objectif des opérations, c'était de réduire la densité de population, puis par le fait même, les risques de contact entre les animaux. Donc, à l'automne 2018, le MFFP a créé la zone d'intervention contrôlée, qui est la ZIC, qu'on voit ici en rouge, qui est une zone de 400 km², puis a procédé à l'abattage de 750 cerfs, soit environ 10 fois plus que lors d'une saison de chasse régulière pour ce secteur-là. Puis à l'automne 2019, la ZIC a été incorporée dans une grosse zone qui s'appelle la ZSR, ou zone de surveillance rehaussée, qu'on voit ici en bleu. Il y a 1368 cerfs qui ont été abattus, soit environ 3 fois plus que lors d'une saison de chasse régulière. Ces opérations nous ont donc offert l'opportunité d'aller vérifier en milieu naturel la réaction de la régénération du tuya à une baisse de la pression de broutement. À l'été 2020, on est allé échantillonner dans les peuplements de tuya dans notre secteur traité, puis aussi dans un secteur témoin. On a concentré nos efforts sur la ZIC pour notre secteur traité parce que les opérations d'abattage ont été plus sévères, puis sur 2 ans au lieu d'une seule. Puis pour le secteur témoin, en fait, ça correspond aux 2 grands ravages de cerfs de Virginie qui sont situés hors des zones d'abattage, mais à l'intérieur de la même région écologique. Donc, notre échantillonnage a été stratifié en fonction des ravages de cerfs parce que le tuya, c'est généralement une nourriture d'hiver, donc la pression sur la régénération risque d'y être plus intense. Sur chacun de nos sites, on a fait un inventaire dendrométrique des arbres et des gaules avec des placettes circulaires, un inventaire de régénération avec une grappe de microplacettes, puis on a aussi sélectionné 10 semis de tuya par site afin d'analyser leur croissance en laboratoire. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard pendant la présentation. Puis finalement, on a aussi fait un inventaire de broutement selon 2 méthodes. La première, ça consiste à dénombrer sur nos semis dans les microplacettes le nombre de ramées broutées puis le nombre de ramées vivantes et de calculer un taux de broutement par individu. On peut ensuite calculer un taux de broutement moyen pour le site en entier. La seconde méthode, ça consiste en un dénombrement des types architecturaux développés par Keighley. Keighley, c'est qui? C'est un biologiste américain qui était spécialiste du broutement, qui a décrit 4 architectures que les plantes ligneuses peuvent prendre selon le régime de broutement. Bon, sur nos sites, ce dénombrement-là a été fait dans des placettes circulaires pour toutes les essences ligneuses. Donc, le premier type, ça correspond au type normal. Puis le critère principal, en fait, c'est que la pousse terminale n'a jamais été broutée et provient à chaque année de la pousse terminale de l'année précédente. Un peu comme ça.
Le second type, ça correspond au type rabougri. Puis le critère principal, c'est que la pousse terminale et les ramées latérales sont broutées à répétition. L'arbre ne dépasse jamais une certaine hauteur d'arrêt. Pour le tuya, cette hauteur-là va souvent correspondre à l'épaisseur de neige qui le protège au cours de l'hiver. Notre troisième type, qui est le type rétrogradé, en fait, le critère principal d'identification, c'est que la pousse terminale a déjà dépassé la hauteur d'arrêt, une hausse de l'intensité du broutement qui entraîne une rétrogradation de la hauteur vivante de l'arbre. Un peu comme ça. Et finalement, le quatrième type, qui est le type réitéré, le critère principal d'identification, c'est qu'on doit avoir un signe passé d'arrêt ou de rétrogradation suivi de la reprise d'une flèche terminale à partir d'une ramée. Cette nouvelle flèche-là va provenir à chaque année de la pousse de l'année précédente, comme ça ici. Donc, la première étape avec mes données, en fait, c'était d'être en mesure de caractériser la pression de broutement sur chacun de mes sites. Bon, c'est pas si évident avec un paquet de variables, toutes corrélées entre elles comme j'ai là. Il fallait donc trouver une méthode pour, un, réduire la dimensionnalité de mes variables, puis deux, aussi essayer de limiter le plus possible la perte d'informations. On s'est donc tourné vers une analyse en composantes principales ou une PCA en anglais. Puis comment ça fonctionne une PCA? En gros, l'analyse va essayer de replacer mes variables le long d'un nouvel axe en maximisant la proportion de variance expliquée. L'analyse va ensuite créer un second axe de manière orthogonale ou perpendiculaire, en fait, afin d'expliquer la plus grande proportion de variance résiduelle et ainsi de suite avec un troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variance à expliquer. Selon les tests statistiques qu'on a fait, en fait, avec le premier axe de notre analyse qui expliquait une proportion de variance suffisante pour être considéré comme un axe significatif avec 51 de variance expliquée. Bon, si on regarde la figure de droite, l'axe significatif, ça correspond à l'axe des X. Donc, on ne s'intéressera pas trop à ce qui se passe en Y ici. Bon, la raison de présenter les résultats de cette manière-là, c'est qu'il est beaucoup plus simple de visualiser les vecteurs des variables dans un plan 2D que de simplement aller regarder le score pour chacun des axes. Bon, il est possible de constater que la proportion d'individus avec les architectures altérées et mon taux de broutement sont associés au poids négatif, puis la proportion d'architecture normale va surtout être associée au poids positif. On a donc considéré que cet axe-là représente un indice de broutement avec les scores négatifs associés à la pression élevée. Je dois spécifier là aussi que cette variable-là ne correspond pas uniquement à la pression de broutement post-intervention. C'est clair que le type architectural puis le nombre de ramées broutées sur un semis, c'est le résultat de plusieurs années de broutement et pas seulement des 2 dernières. Donc, notre objectif ici, ce n'était pas de s'assurer que les opérations avaient réduit la pression de broutement, c'était plutôt d'être en mesure de calculer un indice de pression pour chacun des sites, indépendamment du secteur. Donc, ensuite, en fonction des poids associés à chacune des variables le long de mon axe significatif, chaque site a pu obtenir un score. Encore une fois, la figure permet de mieux visualiser la distribution de mes sites, mais on s'intéresse uniquement à ce qui va se passer en X ici. Les sites avec les scores négatifs vont être associés à une pression forte, puis les sites avec des scores positifs associés à une pression basse. Bien que ce n'était pas visé par mon échantillonnage, on peut remarquer que mon secteur témoin possède une plus grande étendue de pression de broutement. Il semble posséder des sites avec des plus grandes proportions d'individus normaux. Donc, notre deuxième objectif, ça a été d'aller vérifier en fait si les opérations avaient eu un impact sur le recrutement de semis de plus de 15 cm. Pourquoi 15 cm? Tout simplement parce que c'est le début de la zone de vulnérabilité au broutement par le cerf. On a donc testé dans des modèles l'abondance au-dessus de 15 cm pour le tuya en fonction de 4 paramètres, soit notre score de PCA, la présence en ravage, la présence dans le secteur d'intervention, puis la surface terrière en tuya. Bon, la surface terrière, c'est un peu une mesure de la quantité de semenciers sur le site, puis selon la littérature, ça devrait favoriser l'abondance. Puis avec mon modèle, on remarque qu'il y a seulement la pression de broutement et la surface terrière qui sont des paramètres significatifs du modèle. Il n'y aurait donc pas d'effet observable des ravages ou des opérations d'abattage pour l'abondance. On se rappelle que les opérations ont eu lieu il y a seulement 2 ans, puis que le tuya, c'est une espèce à croissance lente. Donc, ce n'est pas très surprenant de voir que ça n'a pas eu d'effet encore. Puis, bien que je ne m'intéresse pas vraiment à la nature prédictive du modèle, je vais quand même vous présenter les graphiques de l'abondance en fonction de mon score de PCA, parce que la figure aide quand même bien à visualiser l'effet de la pression de broutement. Donc, plus on se retrouve avec des scores positifs, pression basse, plus on a des microparcelles avec des grandes abondances en tuya. Par la suite, bon, on n'a pas été en mesure de détecter un effet du secteur sur l'abondance de la régie. Alors, on a décidé d'aller voir un peu plus loin et d'analyser en labo dendrochronologie la croissance radiale au collet du semis. L'hypothèse, c'est que l'accroissement annuel des semis dans la zone traitée devrait être supérieur qu'avant les opérations, puis il ne devrait pas trop y avoir changé pour la zone témoin. Donc, sur chaque site, on a pris un paquet de mesures sur 10 semis sélectionnés avant de les déterrer à la fin de l'été, puis de les amener en labo pour analyse. Nos semis avaient toutes là, entre 15 et 200 cm de hauteur, soit la zone de vulnérabilité au broutement. Je vous montre là, des belles petites photos de à quoi ça peut ressembler des semis de tuya en forêt. Donc, il y a un bon range de différence. Là. Si on regarde à gauche puis à droite, il y avait beaucoup de semis qui pouvaient ressembler à ça. Puis, au centre, on a des grands semis normaux aussi sur certains sites. On a également
On a également pris une photographie hémisphérique pour chaque semis, pour avoir une mesure de l'ouverture du couvert. L'hypothèse est que plus un semis a accès à de la lumière, plus sa croissance devrait être grande. Ce paramètre pourrait permettre justement de réduire la durée nécessaire d'une fameuse fenêtre d'opportunité pour recruter du tuya. Donc, pour l'instant, en lien avec cet objectif-là, on n'a plutôt que des résultats préliminaires. Il y a beaucoup d'éléments à considérer pour être en mesure de détecter un réel effet des opérations d'abattage. Puis en plus, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à regarder tout ça. Donc, d'abord, juste à regarder le graphique de la croissance radiale en fonction du secteur. Il semble y avoir un bon décalage entre 2018 et 2019 en fonction du secteur, ce qui laisse croire que les opérations ont effectivement eu un effet favorable sur la croissance radiale. Par contre, la variabilité dans les données autour des années 2014 à 2018 complexifie un peu mes analyses. Je vais vous expliquer. En fait, on a commencé par tester dans un modèle si le secteur avait une influence sur le rapport entre la croissance moyenne de la période 2019-20 et la croissance moyenne de la période 2017-18. Il semblerait que oui, en faveur du secteur traité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans le fond? C'est que de manière générale, un semis dans la zone traitée a eu un meilleur gain de croissance entre 2018 et 2020 qu'un semis qui était dans la zone témoin. Bon, c'est un résultat qui est super pertinent pour nous. Par contre, on s'est aussi intéressé au rapport de croissance entre la période 17-18 et la période 15-16 pour s'assurer que l'effet qui était observable en 2020 était bel et bien unique, semble-t-il. Il semblerait qu'il y ait aussi un effet du secteur traité pour la période 2015-16 à 17-18, mais dans une moindre mesure que justement en 2020. Donc, il y aurait encore probablement du travail à faire afin de pouvoir conclure un réel effet positif des opérations d'abattage sur la croissance radiale. Donc, j'ai décidé de mettre un peu cette analyse-là sur la glace parce que je souhaitais aussi vous présenter un autre petit résultat préliminaire. On s'est intéressé aux paramètres qui avaient pu influencer la croissance juste avant les opérations d'abattage, plus précisément à la croissance annuelle moyenne des 5 années précédant les opérations pour la période 2014-18. Bon, d'abord, on peut voir que le diamètre vert au collet d'un semis affecte favorablement sa croissance. Bon, c'est logique, un semis avec un plus fort diamètre risque d'avoir un meilleur potentiel de croissance radiale. Même si c'est la croissance moyenne 2014-2018, on remarque que le diamètre de 2020 pour un semis de tuya est encore très pertinent pour la croissance moyenne jusqu'à 5 ans en arrière. Il semblerait aussi que le taux d'ouverture du couvert était lié à la croissance radiale. Cette information-là aussi est très pertinente à ce qui a trait à la fenêtre d'opportunité, puis aux fameux paramètres qui pourraient influencer sa durée. Bon, il semblerait que le secteur aussi était lié à une meilleure croissance moyenne pour la période 14-18, ce qui est logique avec les mêmes problèmes qu'on avait pendant l'analyse précédente. Bon, finalement, il semblerait aussi que la variable pression de broutement n'affecte pas ma croissance radiale des semis de tuya. Je dois vous avouer que ce résultat-là m'a un petit peu surpris. Avec notre modèle sur l'abondance, je me disais que la pression de broutement allait probablement être significative sur la croissance. Malheureusement, bon, il s'agit de résultats préliminaires. Je n'ai pas encore une interprétation claire pour expliquer l'absence d'effet. Est-ce que l'effet est simplement non perceptible à cause de la façon que mon modèle est monté? Est-ce que l'effet est tout simplement inexistant? Ça se pourrait très bien. Y aurait-il un biais avec ma sélection de semis sur mes sites? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est clair qu'on va aller travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Puis donc, en conclusion, comme vous pouvez le voir, il me reste encore un peu de travail à faire là, en lien avec cet objectif-là pour obtenir des résultats probants sur la croissance de semis individuels. Qu'est-ce qui a influencé la croissance avant les opérations d'abattage et pourquoi? Est-ce que les opérations ont eu un réel effet sur la croissance? Est-ce que cet effet pourrait entrer en interaction peut-être avec d'autres paramètres comme l'ouverture du couvert pour accroître davantage la croissance radiale? En fait, c'est toutes des questions que je vais devoir me poser là, dans les prochaines semaines, justement. Donc, je tiens à remercier tous les partenaires du projet. Je tiens à vous remercier également, vous, d'avoir écouté ma présentation. Puis, en fait, j'ouvre la porte. Si vous avez déjà été confronté au même genre de petits problèmes que je fais face concernant l'analyse de mes données de croissance avec mes secteurs, puis que vous avez des suggestions, des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les partager pendant la période de questions. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, je rappelle, vous pouvez déjà écrire vos questions dans le chat pour Frédéric, puis on aura une période de discussion d'environ 15 à 20 minutes à la fin des 3 présentations.